Alors, vous êtes prêts à... Oui, yeah, ça va bien ce micro-là. Vous êtes prêts à commencer, chers invités. On va faire la première danse et puis je vais faire une courte présentation. Vous en faites pas, c'est écrit, donc je ne risque pas de sortir du texte. J'ai écrit ça dans le siège 14B, wagon numéro 4, en provenance de Québec ce matin. Alors, moi qui m'estime relativement bien organisé dans ma tête, mais très peu au regard de la gestion du temps, il s'agit pour moi d'un véritable défi de vous organiser dans le temps. Et en plus d'assurer le bon déroulement de la plénière, ou de la sous-plénière. Je remercie Diane Harvey, directrice de la QRP, d'avoir exercé la force nécessaire, quand on la connaît, euh, pour ce faire. Au fait, j'entends... oui, c'est ça. Le thème du colloque est audacieux. Santé mentale et monde contemporain. Vivre de nouvelles solidarités. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si on en établit de nouvelles, il faudrait peut-être vivre celles qu'on devrait vivre là, normalement entre alliés naturels. Le thème du colloque est audacieux, mais pourquoi? Audacieux parce qu'il ouvre sur l'imagination sociologique qui est nécessaire à la lutte aux inégalités en santé, à l'idée de solidarité, voire de nouvelles solidarités, à la prise en compte d'actions concrètes sur les déterminants de santé. Par exemple, des logements salubres, subventionnés et abordables, l'accès à l'éducation, aux études et à de réels programmes de retour au travail qui favorisent des revenus décents aux personnes utilisatrices. Ce matin, je lisais dans Le Soleil une série spéciale, on parle de déterminants de santé puis d'inégalités en santé. Et c'est des jeunes de la rue, c'est un nouveau visage, les jeunes de la rue à Québec et à Montréal. C'est plus des punks, il n'y a plus de punks à Québec, mais il y a des jeunes de la rue. Et il y a un jeune qui disait, moi, à l'âge de 12 ans, ma mère m'a mis une aiguille dans le bras pour me montrer c'était quoi la vie. Ça fait qu'il y a des réalités culturelles, des sous-cultures qui sont un petit peu difficiles à imaginer pour une classe moyenne comme nous autres, là, qui n'avons pas vécu ces choses-là. C'est-à-dire qu'elle l'a incité à consommer des drogues dures. Oui, oui, oui. Ça commence, le jeune est arrivé à la maison Dauphine, a commencé l'errance comme ça. Alors, les pratiques intersectorielles qui sont de véritables innovations sociales lorsqu'elles transforment concrètement la vie des gens. Là, ici, il me semble que le cordonnier est très mal chaussé, c'est-à-dire nous autres. Le monde de la santé mentale, on est très mal chaussé par rapport aux pratiques intersectorielles et aux solidarités à établir entre nous. Par exemple, depuis 20 ans à Pêche, il m'a semblé qu'il était plus facile d'unir la sécurité publique, les gardiens de prison, les policiers, que le monde du logement social, excusez, ça a été écrit là, dans le train, pour moi, il allait vite, du logement social, alors la société d'habitation, les OMHQ. À nos pratiques, c'est plus facile de les amener à travailler avec nous que nos alliés naturels. Je parle ici du monde de la première ligne. Je t'ai élevé là-dedans, moi. Le monde de la première ligne institutionnelle ou communautaire. À la vérité, ou du moins celle que je crois percevoir, il y a peu de solidarité ou de vision solidaire entre nous, et en voici quelques causes. La lutte acharnée dans le monde des organismes communautaires pour un financement adéquat de nos organisations, une compétition à l'intérieur de la première ligne entre les organismes communautaires et feu les CSSS, bientôt les CIS, mais j'y reviendrai, pour l'auréole des meilleures pratiques. Il y a du clientélisme, de l'approche en silo, l'idéologie gestionnaire crasse, qui est obsédée par les coûts d'intervention, les volumes d'intervention, les statistiques. Toutes ces maladies infantiles de notre réseau de santé donnent à penser que le père de notre réseau universel de santé, Claude Castonguay, qui qualifie le projet de loi 10 de centralisation à la soviétique, dans un article récent du Soleil, a raison, à moins qu'il n'ait perdu la raison. Mais là, c'est une autre histoire. Non, ne tirez pas sur le messager, nous avons de la résilience et des chances de rétablissement. Il ne suffit plus d'adhérer sur papier aux valeurs comme une lutte aux inégalités sociales,
la mise en place de pratiques intersectorielles et surtout l'accès à une pleine citoyenneté des personnes utilisatrices. Il s'agit maintenant de les vivre in vivo avec les personnes utilisatrices dans la communauté. Ce virage-là va nous demander du courage et de la déconstruction. Il va falloir être délinquant au regard de nos pratiques actuelles, mais ça fait tellement de bien de donner du sens à nos pratiques lorsqu'elles sont orientées vers une réelle transformation de la vie des personnes qu'on accompagne. Luc Vigneault, que tout le monde connaît, a déjà dit quand je m'assis sur mon cul, j'avais une traduction pour nos amis européens dans la salle, sur mon popotin, j'ai un rétablissement de popotin ou de cul. Comme quoi, le sous-titrage, des fois, c'est pas évident. Dans la foulée de Luc, je dis que lorsqu'on a une vie citoyenne de cul, on a un rétablissement de cul. Depuis 1 an à Sherpa, on travaille sous l'angle de la mixité sociale et du développement de la citoyenneté des gens qu'on accompagne. Et j'ai plus appris que dans les 15 dernières années. Jingle, ta-ta-ta, ta-ta-ta, venez voir notre atelier mercredi matin, je pense que c'est la 04. On va parler plus spécifiquement du travail qu'on fait. Alors, manquez pas ça. Pour tout résumer, le principal obstacle à la citoyenneté des personnes utilisatrices, c'est la pauvreté. La pauvreté matérielle, économique, culturelle, puis la discrimination systémique dont ils sont encore l'objet. La gestion des symptômes, des plans d'action centrés sur les forces ou l'appropriation du pouvoir d'agir et les principes directeurs du rétablissement ne changeront pas quoi que ce soit à ces réalités-là d'une citoyenneté réelle si on ne fait pas des efforts dans ce sens-là. Je vous parle de réécrire ensemble le manuel de la citoyenneté pour des gens qui sont pauvres, exclus et qui veulent réaccrocher à cette société absolument compétitive-là. Il faut réécrire un livre, mais ça va être peut-être un anti-manuel de la citoyenneté parce que c'est sûr qu'ils n'auront pas une Subaru, une maison, puis un chien. En tout cas, certains peuvent y aspirer, l'avoir, mais ça va se dérouler sur un autre terrain que ça. J'en appelle au comité des bénéficiaires, pas des bénéficiaires, ça traduit mon âge, comité des utilisateurs, au regroupement d'utilisateurs et de défense des droits de tous les pays. Il faut revenir à la défense des droits collectifs des personnes, il faut revenir à l'éducation populaire. Il y a 30 ans, moi, je luttais pour la défense des droits des psychiatrisés. On appelait les personnes psychiatrisées, c'est complètement un autre vocabulaire, c'est comme solidarité. Quand on parle de solidarité, on a l'air de vieux communistes quand on parle de solidarité entre les personnes. Hein. Ça nous fait réagir un peu, on n'aime pas ça. On dirait que c'est un terme qu'il faut... mais je crois qu'il faut réhabiliter ça, la question de la participation citoyenne, la vie démocratique. C'est en perte de vitesse, je pense que je ne suis pas le seul à le penser sur cette planète. Il n'y a pas que le mouvement Occupy Wall Street qui dit des choses qu'il va falloir intégrer concrètement dans nos organisations. Donc, nous étions, à l'époque d'Autopsie, il y a 30 ans, des militants d'un collectif. Aujourd'hui, tu dis ça, puis ça fait peur aux enfants avant d'aller les coucher. Là. Des militants d'un collectif, on était des activistes. Je crois qu'il va nous falloir revenir à ces vieilles idées de démocratie participative dans le contexte du 2.0, si l'on veut que les choses changent vraiment. Voilà. Y a-t-il des gens, des instituts dans la salle? Peut-être. Institut de santé mentale du Québec? Montréal? Bienvenue. Je dis que les méchants, c'était vous, il y a 30 ans, quand je faisais de la défense des droits. Alors, vous n'étiez pas nés? Oui, ça me fait prendre un coup de vieux, ça. Elle est vraiment bonne. L'idéologie asilaire ou l'idéologie de l'époque était l'ennemi à abattre. J'ai travaillé à la désinstitutionnalisation et aujourd'hui, je pense que l'ennemi, il est partout. Ce n'est plus la désinstitutionnalisation, ce n'est plus les asiles qu'il faut questionner. Il faut vraiment, selon moi, s'attaquer à l'idéologie gestionnaire en santé, en éducation, dans les municipalités, d'un monde contemporain qui accentue les inégalités et dont nous sommes, veut pas, des acteurs comme intervenants, gestionnaires dans tout ça. Je crois qu'on a un pouvoir, je crois qu'on peut l'exercer, je crois qu'on peut faire la différence, même si
de plus en plus, la gestion du risque, plus personne ne veut en prendre des risques à ce niveau-là. On a peur de parler, on a peur de déranger les autorités. Alors, il va falloir revenir à une époque un petit peu plus pensée critique. Finalement, penser aussi en dehors de la boîte, avoir vraiment une imagination différente. J'invite aussi les utilisateurs, globalement, à mon sens, qui sont passés des asiles à l'enfermement avec les murs, ils sont tout autant, 30 ans plus tard pour moi, isolés socialement dans la communauté. L'enfermement a pris de nouvelles formes, c'est plus un enfermement avec des murs, ils sont invisibles dans l'espace public, ils sont pauvres et ils sont marginalisés. Au fond, la bonne nouvelle, c'est l'autre côté, c'est que nous sommes tous à la fois méchants et bons. Je parlais des instituts tantôt. Là, on ciblait, quand j'étais jeune, les méchants, c'était l'asile, l'institut, mais on est tous maintenant devenus, dans un capitalisme avancé, dans une société contemporaine qui va très vite, des gens qui sommes à la fois bourreaux et victimes de ce monde-là. Et ce qui est important au sens jungien du terme, moi j'ai bien aimé Jung, je n'ai pas étudié beaucoup la psychanalyse, mais lui je l'aimais beaucoup parce qu'il disait que comme individu, on a toute une part d'ombre à l'intérieur de nous, puis il faut la connaître parce que sinon on est agi par cette part d'ombre-là. Et c'est la même chose pour nos organisations. J'en reviens pas au Québec, le nombre de discours que j'entends depuis 30 ans sur l'importance de la première ligne, sur l'importance de l'intersectorialité, sur l'importance de travail, de défaire les silos, et on continue toujours, à mon sens, à être dans ces silos-là. Donc, il va falloir vraiment, et je me tais bientôt, travailler impérativement, puis se mettre au travail. En parlant de solidarité, je me souviens qu'à l'AQPS, dans le temps, c'était l'Association québécoise des psychiatrisés et sympathisants. C'était l'ancêtre d'Autopsie qui est devenu le phare de la défense des droits au Québec. On était un petit collectif à Québec en 1983. Puis notre mot d'ordre était « La vraie liberté, c'est celle qu'on prend, pas celle qu'on nous donne ». Et ça, je pense qu'il va falloir, dans le contexte actuel, peut-être reprendre un peu le travail par rapport à ça. Et je pensais à Franco Basaglia, qui en 1972 a été un artisan de la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie. Il disait « La liberté est thérapeutique ». Il disait ça. Puis je pense que c'est ça qui est un mot d'ordre assez important aujourd'hui au regard de la citoyenneté. Moi, pour le paraphraser, je dis « La liberté et la solidarité sont encore thérapeutiques ». Alors, voici la fin de mon petit billet concernant le lancement de cette discussion à venir avec nos invités qui ont tous des expériences très intéressantes et variées par rapport à des pratiques innovantes et intersectorielles. Et dans un premier temps, j'aimerais vous présenter le docteur Olivier Farmer, qui est psychiatre au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Il fait aussi beaucoup d'autres choses. Il est professeur adjoint au département de psychiatrie et il est impliqué dans un projet de réaffiliation en itinérance et en santé mentale qui s'appelle le PRISM. Il travaille aussi, je pense, en appui à l'équipe SI du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Et il va nous entretenir de certaines choses qui lui tiennent à cœur au regard de la thématique d'aujourd'hui. Alors, accueillons le docteur Olivier Farmer. Bonjour tout le monde. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, je vais commencer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour chaque personne. On va en profiter. Une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut vraiment décloisonner la psychiatrie? Alors, c'est pas est-ce qu'on peut décloisonner la psychiatrie, est-ce qu'on peut vraiment décloisonner la psychiatrie? Ça veut dire qu'on n'y croit pas trop, c'est un peu mission impossible. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être vous faire changer d'avis, vous montrer que ce n'est pas nécessairement impossible ou si difficile que ça de décloisonner la psychiatrie. Alors, ma petite histoire implique le CHUM, donc le Centre hospitalier universitaire de Montréal, donc un hôpital de centre-ville, dans le cœur du centre-ville francophone de Montréal. C'est là qu'il y aurait à peu près 50% de la clientèle en situation d'itinérance. Hein. C'est à côté de la Maison du Père, la mission Old Brewery, le refuge des jeunes et plusieurs autres ressources qui sont pour l'urgence et pour les services auprès de la clientèle itinérance.
L'autre acteur, donc il y a le CHUM, l'autre acteur, c'est la mission Old Brewery. La mission Old Brewery, c'est un des refuges qui est dans notre secteur, qui est juste à côté du palais de justice, dans un quadrilatère, disons, chaud, pour la clientèle itinérante, ce qui est quand même un assez ancien établissement, puis un des gros refuges, un des très gros refuges de Montréal. Et le troisième acteur, ben, c'est la clientèle en situation d'itinérance avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé mentale sévères. On sait qu'il y en a de la santé mentale dans la clientèle itinérance. Probablement qu'il y en a au moins 50% qui ont un quelconque problème de santé mentale. Ils n'ont tous pas le mental très en santé compte tenu de leurs circonstances, mais ils ont peut-être aussi un trouble psychiatrique, disons. Alors 50% qui ont un trouble psychiatrique. Et à peu près, là ça varie, là il y en a qui disent 10-15%, d'autres 25%, qui ont des troubles de santé mentale sévères, la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles psychotiques, qui ont vraiment les troubles psychiatriques les plus lourds. Donc ça c'est nos trois acteurs. Bon, moi j'ai étudié, j'ai été à New York, je me suis intéressé un petit peu aux services un peu pas ordinaires qui peuvent se donner pour des clientèles vulnérables, pour des besoins particuliers. Et il y a certains événements, tu sais, la clientèle itinérance, mais évidemment le CHUM est au centre-ville depuis toujours, la clientèle itinérance aussi, mais ça a été un peu de solitude. Et l'interface entre le CHUM et la clientèle itinérante, ça a été l'urgence. Hein. Donc, les gens viennent à l'urgence, ils viennent parce qu'ils sont menés par les policiers, peut-être qu'ils ont perturbé l'ordre public, ils sont en désorganisation. On fait quelque chose à l'urgence, on fait ce qu'on peut, étant donné quand même qu'ils ont été probablement appréhendés par les policiers, peut-être mis de force dans l'autopatrouille, amenés à l'hôpital où ils ne voulaient pas être. Une fois qu'ils étaient là, comme ils ne voulaient pas être là, puis ils ne pouvaient pas fumer la cigarette ou répondre à un autre besoin, ils se sont probablement agités. Ils ont été attachés sur une civière, ils ont probablement eu un médicament dans la fesse parce qu'ils étaient un petit peu trop agités au goût du médecin. Et 12, 15, 20 heures plus tard, là, c'est le psychiatre qui dit avec un grand sourire, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, monsieur, madame? » Pas grand-chose. Je veux m'en aller, ça presse. Je veux même pas vous parler. Puis de toute façon, j'ai pas de carte. Je veux la pharmacie, les médicaments, ça m'intéresse pas. J'ai pas de carte RAMQ, fait que les médicaments, je peux pas me les faire payer. J'ai pas de revenus. Je veux aller faire la manche, puis je veux aller me payer mon médicament à moi que j'aime bien. Bon. Alors, puis cette ronde, ça pouvait se répéter hein, pour la même personne 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois dans l'année, dans certains cas. Donc, ça coûte cher, hein, la police, la visite à l'urgence, voir le médecin. Puis après, on part avec la prescription qu'on ne remplit pas, ou bien on remplit parce qu'il y a des médicaments qu'on peut vendre au marché. En tout cas, hein, on dépense beaucoup d'argent. Hein, des études ont été faites dans 3 villes au Canada. Il paraît que le contribuable paye jusqu'à 50-60 000 $ par année quand quelqu'un est en situation d'itinérance. Parce que la prison, ça coûte cher, parce que le refuge, ça coûte quelque chose, ça coûte entre 1 500 et 2 000 $ par mois quand même, pour une personne qui reste là par mois. La prison, c'est 4 000 à 5 000 $, l'hôpital, c'est 10 000, 11 000, 12 000 $, et, etc. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Évidemment, ça ne sert à rien. La personne n'a rien de ça. Bon. Quelques événements sont venus choquer le CHUM. Hein, il y a eu plusieurs personnes en situation d'itinérance qui ont été tuées par des policiers parce qu'ils étaient très agités, ils avaient une arme à la main. Des fois, ils ont blessé les policiers. Il y a eu Mario Hamel qui a été tué par les policiers en plein rue Sainte-Catherine et il y avait même un employé du CHUM qui passait à côté, Patrick Limoges, qui a reçu une balle perdue et qui est mort aussi. Ça a été un traumatisme, ça a été un choc. Et on a commencé à se dire, ça va pas là on donne des services, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est notre population de proximité. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus intelligent avec ça. Alors, on commençait à réfléchir là-dessus. Et puis, en janvier 2012, Farshad Mohammadi, au métro Bonaventure, s'est fait réveiller par les policiers du métro, peut-être a paniqué, a sorti un exacto, a attaqué le policier, parti en courant, le policier l'aurait tiré dans le dos. Là nous, on avait préparé nos affaires, on avait des projets, on avait quelque chose. Là, on a dit non, il faut faire quelque chose. Il faut mettre sur la table le fait que ce n'est pas juste un problème d'interface entre les policiers et les itinérants, c'est un problème de santé mentale dans la rue qui n'est pas pris en charge. C'est un problème de santé, en gros.
En même temps, du côté de la mission Albury, il y avait une autre constatation. Donc, eux, évidemment, ils ont la clientèle chez eux, en situation d'itinérance, évidemment, par définition, mais aussi qui ont des problèmes de santé mentale. 2 minutes. Oh là là, il faut aller vite. OK. Donc, eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de gens qui avaient des problèmes de santé et ils n'étaient pas capables de les rentrer, de les arrimer avec les services. Ils ne pouvaient rien faire avec ça. Donc, ils ont approché le CHUM, les groupes de psychiatres. Ils se sont dit, on aimerait avoir une clinique pour donner des services de santé mentale, santé physique à nos clientèles. Nous, on a réfléchi, on a dit peut-être qu'on peut bonifier ça un petit peu. Peut-être qu'on peut organiser des lits spécialisés pour que les gens puissent être dans les lits, pour que nous, on puisse avoir accès à eux pendant plusieurs semaines de suite. Le problème avec l'itinérance, c'est qu'ils restent, ils sont dans un refuge, après dans un autre. Donc, on a organisé d'abord 6 lits, un travailleur social du CHUM, 2 psychiatres qui allaient donner des demi-journées, et on prenait des gens des urgences. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait les prendre du refuge parce que c'est là qu'il y avait le plus de gens avec des problèmes de santé mentale. Et finalement, on est allé même au drop-in, donc en bas de l'OBM, il y a comme le café mission, les gens rentrent comme ils veulent. Et quand on avait un lit de libre, on descend en bas et on dit, c'est qui celui qui a l'air d'avoir le plus gros problème intense qui aurait besoin de nos services? Et on va le voir. Et ce qu'on leur propose, c'est plutôt que d'être dans les lits à 2 étages, dans le refuge ordinaire, où il faut sortir à 6 heures du matin, être dans la rue, faire la queue à 3 heures, puis les douches, puis le dodo, on leur propose d'avoir un lit simple, avec des parois de séparation avec les autres, et un locker où ils peuvent garder leurs affaires. Alors, c'est un endroit où on peut être 24 heures sur 24, on a un peu de privé, on peut garder nos choses en sécurité. C'est comme le début d'un logement. On s'est rendu compte que juste avec ça, sans aucun médicament, rien, là, juste avec ça, les symptômes psychiatriques baissaient de 50 à 70 %. Et tout à coup, on avait une autre personne avec laquelle on peut converser. La deuxième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gens, ils voulaient s'en sortir, ils voulaient sortir de l'itinérance parce que c'est ça qu'on proposait et ils voulaient de l'aide. Et ils acceptaient pour la plupart, acceptent au bout d'une entrevue qui peut durer 20 minutes, une demi-heure, 15 minutes, ils acceptent un traitement d'un psychiatre. Alors, à l'hôpital, ils ne veulent rien savoir de nous. Mais là, alors qu'ils ont été introduits par du personnel du ressource qui les connaît bien, ils ont un lit, l'anxiété a baissé, ils nous parlent, on est capable d'introduire un traitement. Au bout d'une semaine ou deux, on a des gens qui étaient hallucinés, qui faisaient le stationnement de la mission Albury à droite à gauche, comme ça, pendant les 15 dernières années, complètement enfermés dans leur petit monde autistique qui commençait à émerger. Et on pouvait avoir une conversation avec eux. Et et ensuite, au bout de 4 à 6 semaines, ils sont prêts pour le logement. Ils sont prêts pour soit un logement privé, le réseau d'hébergement psychiatrique dans certains cas, ou en tout cas, on a utilisé plusieurs formules de logement et on a pu les référer dans des services habituels. En un an, on en a eu 70 qui sont rentrés dans nos services. On en a 16 parce qu'on était à 6 lits, maintenant on en a 16 lits. Et il y en a 54 qui ont été mis dans un hébergement et qui ont des services de santé qui ont été raccordés à ça. Il y en a 2 qui sont retournés à la rue seulement. Et ils ont gardé leur suivi médical. Donc, ils ont quand même leur suivi médical, mais ils ont perdu leur hébergement, mais on a le lien et puis on peut reprendre. Donc, en termes de résultats, c'est extraordinaire. Je vais prendre peut-être 20 secondes de plus pour dire, moi, ça a cassé en 1000 morceaux quelques mythes par rapport à l'itinérance. Évidemment, ce que ça a cassé comme mythe, c'est que ce n'est pas possible de travailler ensemble. C'est complètement faux. La mission Albury nous a donné les espaces, on travaillait avec un intervenant et on travaille ensemble. L'autre mythe qui a été brisé, c'est que l'itinérance, ce n'est pas un choix de vie. Les gens n'ont pas choisi ça. Ils veulent tous s'en sortir quand on leur demande clairement et qu'on leur fait une proposition claire. Ils ne veulent pas des traitements. C'est faux. Il y en a qui n'en veulent pas, mais ils acceptent le logement et souvent on est capable de travailler vers la sortie de l'itinérance, même sans médicaments. Mais il y en a beaucoup qui acceptent le traitement très rapidement. C'est les plus malades, c'est les plus compliqués à le traiter. Non. On leur donne des traitements ordinaires et ils répondent très, 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 très bien. Les plus malades sont dans les hôpitaux parce qu'ils ne sont pas capables d'être itinérants, parce que pour être itinérant, il faut être tough, puis il faut être minimalement organisé. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci Olivier. Belle démonstration de déconstruction et de décloisonnement des pratiques. Alors, maintenant, on va passer à notre prochaine invitée, qui est Mme Maria Labrec-Duchesneau. Elle intervient auprès des agriculteurs, dont malheureusement le taux de suicide semble assez élevé.
Et elle se définit comme une professionnelle dans le rang, ce qui est moins péjoratif qu'une professionnelle dans le champ. Alors, Maria? Alors, effectivement, je travaille dans le rang et dans le champ. Mais au moins, je connais ce qu'il y a dans le champ. Donc, on a un impact sur la production. Effectivement, parce que je suis dans le champ, je m'en vais vers vous. L'impact sur une famille agricole, un impact intergénérationnel. Intervenant qui connaît l'agriculture, 80% de ma clientèle locale. Et vous m'ayez parlé. Renforcer le réseau d'entraide, des soutiens sociaux en milieu agricole, un autre producteur agricole peut aider à ça. Les autres silos, ils vont dire quoi faire. Tout est interrelié en agriculture. Et j'aime ça vous dire qu'on sait quoi faire nos silos. Donc, à travers Doran, c'était à l'écoute des besoins, s'assurer que chacun trouve sa place dans l'entreprise et dans sa communauté. Une chose qui nous rapproche tout le monde ici, là, peu importe Montréal, peu importe, tout le monde sait manger 3 fois par jour. C'est pas Hmm. vraiment pesé dessus. Teste des liens, il met des gens en contact, recense les talents, les intérêts, les faits, montre les utilisateurs. Pas de pas filer. Et savez-vous qui se lève tous les matins, même quand il ne peut pas?
Merci, Mme Duchesneau, excellente ambassadrice de vos amis agriculteurs. Merci beaucoup. On va passer à une courte présentation de l'expérience de Sherpa. C'est une expérience qu'on a commencée il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si tu peux mettre la photo, mon ami en arrière de l'édifice. Alors, on a voulu, nous autres, les gens qu'on accompagne, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale dits graves, avec problèmes de toxicomanie, judiciarisation et instabilité résidentielle. On est un peu obsédé du logement social et on l'assume. On a près de 130 logements sociaux subventionnés à disposition des gens qu'on accompagne. On a voulu, dans ce projet-là, qui est un projet sur, quand vous arrivez à Québec, sur le boulevard Charest, vous arrivez de Montréal, peut-être que vous passez dans le coin, vous allez voir l'édifice, il y a 77 logements sociaux, mais on a voulu, quand on parle de mixité sociale, en faire une réelle. Donc, il y a là-dedans des gens qu'on accompagne en majorité, 47 logements. Il y a des logements pour des familles monoparentales et aussi des artistes émergents. Donc, ça a créé une synergie assez intéressante au niveau des clientèles qui ne se parlent pas souvent. Quand on parle d'artistes, mères monoparentales et les gens qu'on accompagne, ça a été plusieurs questions qui nous ont été adressées et à laquelle il fallait répondre. Est-ce que c'est dangereux pour mes enfants? Est-ce que je vais me faire attaquer? Tous les préjugés, ils sont passés d'une certaine manière. Mais un premier mythe qu'on peut dire après un an d'expérience, c'est que c'est pas le bordel total, c'est pas un asile ambulant. La gestion d'artistes, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Accompagner des artistes, c'est quelque chose. Des gens qui ont un bon ego, parce que ça prend ça aussi pour faire leur art, en tout cas qu'ils soient musiciens ou comédiens. Ce qui nous a été donné à vivre, c'est que c'est pas nécessairement plus difficile de gérer des logements dédiés à cette clientèle-là, sauf quelques exceptions, puis ça on pourra en parler, mais que n'importe quel autre propriétaire d'immeuble qui aurait des gens dits normaux à gérer là-dedans. Donc, on est en train de non seulement vivre une expérience assez particulière à ce niveau-là, parce que les gens habitent en haut de nos bureaux, au rez-de-chaussée. Vous avez, on manquait d'espace, donc on a nos bureaux, mais il y a surtout un centre de rétablissement, un centre d'activité sur le rétablissement en santé mentale et une galerie d'art. Centre de rétablissement en santé mentale parce que on a constaté que la notion de suivi individuel, de gestion des symptômes, de contrôle de ces aspects-là de la vie des gens, c'était loin d'être suffisant pour faire en sorte que les gens vivent l'amorce d'une citoyenneté correcte. On ne parle même pas de pleine citoyenneté, parce qu'un des principaux obstacles par les utilisateurs de pêche à la vie citoyenne, c'est l'autre. Ils ont peur de l'autre. Ils ont peur d'aller vers les citoyens que nous sommes. Et il y a toutes sortes aussi d'expériences culturelles qu'ils n'ont pas vécues. Plusieurs des utilisateurs à qui on demande « Qu'est-ce que ça vous tente de faire? » C'est des amateurs pour la plupart. Il y en a beaucoup qui aiment le heavy metal, puis ils aiment l'opéra aussi en même temps, mais ils n'oseraient jamais aller à l'opéra. Pourquoi? Ils n'ont pas les moyens d'y aller. Et on ne sait pas trop comment se comporter quand on va au théâtre. La plupart des personnes nous disent « Je fais quoi? J'applaudis quand? Je mets mon manteau où? Qu'est-ce qu'on fait là? » Bon, mais ils sont attirés par cette expérience-là. L'exclusion, elle n'est pas juste due à des préjugés, c'est aussi la pauvreté des personnes matérielles qui les empêche d'avoir accès à ça. Donc, on a engagé un médiateur culturel qui accompagne des personnes dans les lieux de l'art, mais ça peut être aussi le sport, le baseball, le hockey, tout ça. Et on a des expériences assez fascinantes d'effets immédiats, simples et tout à fait conviviaux. On a par exemple, le jeudi jam. On a un groupe qui fait du jam session le jeudi, des musiciens qui se rassemblent. Et les jeunes musiciens apprennent la citoyenneté par le son qu'on baisse ou qu'on lève, ou le respect de... Il y en a qui veulent faire du Claude Dubois, puis il y en a qui veulent faire du heavy metal. Donc, il faut accorder ce genre de choses-là. Mais on a vu des gens se redresser dans leur rétablissement d'une manière absolument fantastique, par des activités culturelles, par des activités de jam session, par le fait d'aller au théâtre. Je pense, puis je vais passer une petite vidéo que je vais vous présenter qui illustre un petit peu la dynamique et à la fois intersectorielle entre la galerie, les gens qui habitent dans le logement, puis aussi l'art.
par une petite vidéo. Je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre. Mais tout ça pour dire que nous autres, on a une équipe de crise avec les policiers 24/7. Ça rend des services. On a une maison d'hébergement transport. On a un paquet de services intersectoriels, mais quand on s'est rendu compte de ça, il y avait un revolving door syndrome quand même chez nous. Les gens revenaient, puis on s'est posé la question pourquoi. Ils reviennent parce qu'ils sont isolés socialement, parce que quand ils vont à la maison d'hébergement, ils voient des gens, ils voient le cuisinier, ils voient des intervenants. Mais donc, on s'est beaucoup intéressé à la question de la participation à la vie citoyenne et c'est un très, très grand défi. Par exemple, comment ça marche l'intersectorialité? Je ne sais pas toujours. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Un peu comme disait Mme Rousseau en parlait, on ne sait pas pourquoi ça marche, ce n'est pas les meilleures pratiques, mais je vais donner 2 exemples. L'exemple de Sébastien qui était consommé pendant au moins 10 ans, il était allé voir une pièce de théâtre qui s'appelle Trainspotting, qui est tirée d'un film où c'est quelqu'un qui finit dans les prisons turques. Et ça l'a tellement frappé que nous, on y croyait, mais bon, on dit, on va voir à l'usure. Il est allé en désintoxication, il s'en est sorti. Il y avait un intervenant au suivi à Pêche, mais c'est cette expérience de la pièce de théâtre qui a été un élément déterminant dans son histoire. Il y a plein d'autres choses. L'histoire d'Alexandre, je ne sais pas, j'ai presque plus de temps probablement. Comment? 1h30. OK, on va passer à une petite vidéo que j'aimerais que vous voyez, 5 minutes, mais il est vraiment parlant. Je donne un exemple. Alexandre était une personne qui était sans statut, ni artiste, ni rien. Et il m'a demandé de faire, est-ce que je peux faire de la photo? J'ai dit de la photo de quoi? Puis là, finalement, ensemble, on a déterminé que quand on a construit l'édifice Sherpa, c'est lui qui prenait des photos. Il a fait sa première exposition solo à partir des photos qu'il a prises. Puis moi, je lui donnais 50 $ par mois. Puis à la comptabilité de Pêche, on disait, mais pourquoi tu lui donnes de l'argent? À quoi ça sert, le 50 $? Ça donne quoi, cette affaire-là? Il fait quoi avec les photos? Quelle sorte de photos? Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est ce genre de petits risques-là qu'il faut prendre pour aller jusque-là, pour permettre à quelqu'un qui passe d'un statut d'utilisateur ou malade mental à artiste. Alors, on peut-tu passer le court vidéo? Vous allez voir un petit peu, c'est tous des gens qui habitent dans Sherpa, qui, à l'initiative de Pedro Pires, qui est un collaborateur de Robert Lepage, a fait un film qui s'appelle La Nef des Fous. On n'échappe pas, le fou est confié à la rivière aux 1000 bras, à la mer aux 1000 chemins, entre 2 terres qui ne peuvent lui appartenir. Qu'est-ce qui a pu se passer sur le bateau? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il aurait été, je ne sais pas moi, battu ou quelque chose, on l'aurait vu sur lui. Mais là, c'est plutôt moralement. Est-ce que tu rencontres des jeunes filles? Est-ce que tu rencontres des filles? Ben pas vraiment, non, j'ai pas trouvé, tu vois, de filles. Est-ce que tu serais pas trop difficile? Ben peut-être, ouais. Mais dis donc, tâche que ça vienne avant que je disparaisse, hein. L'année prochaine, j'ai 90 ans, mon ami, hein. Oui, bon. Okay. Ah, ouais. J'ai une sérigraphie avec une femme qui est couchée sur une peau de léopard. Moi, au niveau des femmes, j'ai des bons contacts. Ah ouais? Oui. Yes, demain. It's French. Au revoir. Alexandre, il veut que je lui trouve une femme. Ah ben voilà. Depuis tout petit, j'ai été sur un bateau avant de savoir marcher.
Le dernier bateau que j'ai fait, c'est un réfrigérateur géant, des compresseurs pour frigorifier le gaz. Ça pouvait juste mal finir, éclater d'une manière ou d'une autre. Non, je te dis, j'ai pas trouvé de copine encore. Ah, ben alors, qu'est-ce que tu fabriques? Mais c'est le printemps, ça va venir. Un, deux, un, deux. Génial. C'est un groupe de musique. Et tu jouerais, toi? Oui, 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 oui. Et puis il y aurait moi, Yvon, puis peut-être d'autres. I'm going home, hey, hey, ha, hey, ha. J'ai été voir le prêtre ce matin et je lui ai parlé longuement de toi. Ah bon? Nous sommes venus pour confier Alexandre, pour qui nous implorons la miséricorde de ton fils qui est ressuscité d'entre les morts. Figure-toi que j'ai commencé à fréquenter une jeune femme. Oh, elle est dans ton coin, dans ta maison, non? Oui, oui, c'est ça, oui. Oh, faut y aller doucement, hein? Oui, 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 oui. Moi, j'ai pensé à un viol. Toi, t'arrives avec des leçons d'école, tu sais. C'est pas puis, Est-ce que je laisse l'ami d'Alexandre se pointer ici pour l'engueuler? parce que t'aboutis pas. Arrêtez, arrêtez. Depuis que sa maman est décédée, pour moi c'est un souci presque. Je comprends. T'en perds des bouts, Yvon, mais c'est moi qui me fais avoir. Ça t'en ici sur le compte. Bon, tout ça pour vous dire, désolé d'avoir à couper pour ne pas prendre le temps des invités. Mais ce montage, cette réalité-là, on ne la contrôle pas d'avance. Quand on est dans des projets comme ça, il faut laisser place à ce qui vient. Quand Alexandre, qui est le principal personnage avec la pipe, a rencontré Pedro Pires parce qu'il y avait eu une activité à Foliculture où on animait une soirée qu'on appelle les soirées de fous, où on met des artistes professionnels en lien avec les personnes utilisatrices chez nous et d'autres utilisateurs. Et là, il y a eu une rencontre entre un cinéaste et Alexandre. Donc, tout ça pour dire que ça ne peut pas se planifier d'avance, ce genre d'ouverture. Il faut vraiment être à l'affût des façons de faire. Et la citoyenneté, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec l'intervention psychosociale. Le discours des intervenants psychosociaux est complètement, parfois, incompatible avec la vie normale citoyenne. J'en veux pour preuve des fois, il y avait, puis je finis là-dessus, il y avait un type qui allait chercher du sucre à minuit moins quart chez la voisine en bobette, puis qui cogne à la porte, puis qui dit « T'as-tu du sucre? » Je dis « C'est la meilleure façon que la police vienne. » Mais souvent, les intervenants ont un discours « Ah, je comprends, il y a des besoins, nanana, nanana. » Mais les gens qui sont dans l'espace Sherpa, ils vont avoir un discours tout autour de dire « Mais voyons, ça se fait pas, là, allume. » C'est pas comme ça que tu vas réussir à créer une liaison. Donc, il y a comme un décalage entre la question de la perception de la vie citoyenne et l'intervention psychosociale. Alors, je termine là-dessus et je donnerai la parole maintenant à Madame Danielle Bédard, qui va nous parler du soutien aux études dans le milieu naturel.
Évidemment, c'est un déterminant social dans une perspective de mixité sociale et de normalisation. Alors, accueillons Mme Bédard. Alors, bonjour. D'abord, à la question, peut-on vraiment décloisonner la psychiatrie? Mais moi, je répondrai sans aucun doute. Nous, on le vit chaque jour dans le programme de soutien aux études où nous travaillons en collaboration avec 16 cégeps et 3 universités. Après avoir reçu le mandat du soutien aux études collégiales et universitaires en 2008, nous, on est parti de l'idée qu'on travaillait avec des étudiants, avec des citoyens et non pas avec des patients. Alors, on n'est donc ni dans la prise en charge, ni dans la recherche de solutions médicales quand on travaille avec eux, sauf si, bien sûr, ça devient une obligation. Cet objectif-là, c'est maintenu dans chacune des sphères qui concernent l'étudiant, mais c'est maintenu aussi par rapport à notre travail avec eux en intervention. Dans le concret, ça veut dire qu'on rencontre l'étudiant seulement à sa demande, là où il souhaite, et qu'on travaille à partir de ce qu'il est, de ce qu'il veut, et de ce qu'il a déjà comme bagage pour travailler des situations qui sont plus difficiles. On vérifie de quoi il a besoin pour lui, mais aussi de la part des institutions scolaires, universités et cégep. Qu'est-ce qui peut être mis en place de la part de l'institution scolaire pour soutenir un étudiant qui va moins bien? Qu'est-ce qu'on peut faire si l'étudiant est en situation d'échec? Si l'étudiant vit une période difficile, on voit avec lui ce qu'il voit d'abord comme solution. Les services de santé ne sont pas facilement accessibles, Dieu sait que nous le savons. Et on va chercher avec l'étudiant, donc, tous les moyens possibles pour pallier l'attente s'il doit vraiment consulter dans le réseau de la santé. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a développé comme stratégie? Quel est son point de vue sur la situation? Qui sont les proches de qui il peut avoir du soutien? Et qui sont les étudiants qui peuvent lui donner un coup de main au niveau pédagogique? Ça, c'est toutes des questions qu'on va regarder avec cette personne-là. Ça implique aussi de travailler avec les proches, bien sûr, et les réseaux communautaires pour essayer de trouver des façons de soutenir l'étudiant dans son cheminement. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est d'éviter que l'étudiant abandonne ses cours, abandonne l'école pour se retrouver dans un système psychiatrique. Ça veut dire aussi voir avec le cégep ou l'université comment ils peuvent accommoder l'étudiant pour ses travaux, ses examens, ses cours. Lorsque l'étudiant sent qu'il a un paquet d'outils autour de lui, lorsqu'il vit des périodes difficiles, ça fait toute la différence. Les étudiants le témoignent régulièrement. Nous, on a vu des situations d'échec se transformer avec du soutien de la part des services d'aide aux étudiants et des services d'aide pédagogique en des situations beaucoup plus stables au niveau scolaire, mais aussi au niveau personnel. C'est beaucoup moins stressant pour un étudiant de savoir que si jamais il vit une situation d'échec, tout est prévu pour lui donner un coup de main ou une deuxième chance. Si les structures sont mises en place et organisées pour le soutenir, bien, il n'y aura pas à se battre pour le faire. Moi, je dois vous avouer que lorsqu'on a commencé à travailler avec les institutions scolaires en 2008, l'accueil des étudiants, c'était loin d'être une priorité. Il y a un seul cégep et une seule université qui ont d'abord signifié un intérêt. Le personnel des institutions scolaires avouait sans retenue leur peur, leurs craintes, puis leurs préjugés face aux étudiants. Les services n'étaient pas organisés pour accueillir les étudiants qui vivent une problématique de santé mentale, et on entendait souvent l'idée qu'un étudiant qui vit un problème de santé mentale ne peut pas réussir ses études, que c'était peine perdue. À partir de là, on a travaillé, nous, avec les équipes de professionnels, les professeurs, les équipes de soutien aux étudiants et les directions des écoles à former, informer, sensibiliser pour soutenir l'étudiant dans son cheminement. Aujourd'hui, moi, je vous dirais que 6 ans plus tard, 16 cégeps et 3 universités de la région de Montréal ont petit à petit fait une demande de partenariat avec nous et démontrent de plus en plus qu'ils ont cette priorité d'accueil et de soutien de ces étudiants. Je dirais que l'évolution des mentalités est très claire et les mentalités des services se fait sentir dans les pratiques, dans le quotidien, parce que c'est là qu'on vérifie si on est
capable de faire plus que de simples belles paroles. Ça a pris beaucoup de travail des partenaires qui va bien au-delà de la simple mise en place de nouvelles structures, mais qui a demandé vraiment une volonté. L'ouverture au changement se voit dans les gestes très concrets. D'ailleurs, moi, je suis très heureuse de voir, ils sont dans la salle ici, 2 personnes qui viennent de l'UQAM, du service de soutien aux étudiants, puis qui vont présenter demain. De les voir aux collègues de la QRP, je trouve que c'est une image, une belle image, et puis une volonté de changer les choses. D'ailleurs, l'UQAM faisait partie, était la une université qui désirait s'impliquer. Alors, je suis très contente qu'ils soient là. Des groupes d'entraide se mettent en place aussi dans certains cégeps. Alors, quand on parle de solutions concrètes, il y a des groupes d'entraide qui se mettent en place et qui font le bonheur aussi des étudiants. Puis c'est un gros besoin et c'est d'une grande aide. Et les professeurs sont de plus en plus outillés pour accompagner les étudiants. D'ailleurs, le Cégep du Vieux-Montréal, qui représente les cégeps de l'Ouest du Québec, a travaillé avec nous à construire et à bâtir, à mettre sur pied des outils d'information, de sensibilisation et d'information pour les professeurs. Tantôt, je disais qu'on faisait tout ce qui était possible en partenariat avec les institutions scolaires et les étudiants pour éviter à l'étudiant d'avoir à mettre sa scolarité de côté et d'être dans le système psychiatrique. Ça serait intéressant de sentir le même partenariat dans le réseau de la santé. Je suis de ce réseau, mais je trouve ça très difficile de sentir que le réseau de la santé n'est pas aussi efficace que le réseau de l'éducation au niveau du partenariat. J'ai pu, moi, à travers les années, développer d'excellents contacts avec certains centres de santé qui comprennent l'importance d'agir rapidement si on veut soutenir l'étudiant dans son cheminement scolaire, mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là. C'est le système D qui m'a donné un coup de main parce que j'ai développé de bons contacts avec certaines personnes dans les guichets de santé mentale, dans les services spécialisés. Tout le monde dit que quand une personne fait une première psychose, c'est important d'agir rapidement. Ça serait intéressant d'avoir un service rapide de ce côté-là aussi. Si je tente de vous rapporter la parole des étudiants sur l'évolution des pratiques, parce qu'on est en processus de faire une recherche avec l'Université de Montréal, d'ailleurs Lourdes qui était là tantôt, on travaille avec elle sur une recherche sur le soutien aux études. Ils disent sentir de plus en plus qu'ils ont une place et semblent que les institutions scolaires évoluent dans les services qu'on leur offre. Dans les résultats concrets, nous, de notre côté, bien, on voit plus de persévérance chez les étudiants qu'avant et plus de succès qu'en 2008. Il n'y a rien de magique et il reste encore, bien sûr, beaucoup de travail à faire. Mais lorsque les étudiants témoignent que leur parole est davantage prise en compte, que leur choix est respecté et que l'institution scolaire met tout en place pour les accompagner, puis qu'en parallèlement à ça, les différents services professionnels dans les écoles travaillent à mettre aussi en place les outils pédagogiques et de soutien qui permettent aux étudiants de terminer leurs études avec un diplôme. Puis, depuis 2008, on a eu l'occasion d'en voir plusieurs diplômes. Ça, c'est toujours intéressant et toujours tellement gratifiant pour la personne. Bien, nous autres, on se dit qu'aujourd'hui, une personne peut vraiment trouver sa place aux études supérieures comme étudiant et comme citoyen. Merci beaucoup. Donnons la parole maintenant à Mme Roche, qui dirige. Jeanne. Une Jana avant. Jana, oui, c'est ça, Roche, qui travaille en insertion à l'emploi. On va parler d'économie sociale, de mixité sociale, de normalisation de performance. Alors, à vous la parole, Mme Roche. Alors, vous m'entendez? OK. Donc, en effet, je travaille depuis maintenant 12 ans comme coordonnatrice aux ressources humaines dans une entreprise d'économie sociale, Collection Innova. Une entreprise sociale est définie comme une entreprise qui tire profit d'un marché. Ses activités sont orientées vers la production de services ou de marchandises afin de réaliser une mission sociale. En ce qui nous concerne, nous faisons des vêtements adaptés pour des personnes en perte d'autonomie. Alors, chez nous, un nombre significatif de nos employés sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Chaque employé est rémunéré d'un salaire correspondant à son travail, quelle que soit sa capacité productive.
Les opportunités d'emploi sont réparties entre les employés souffrant d'un trouble mental et les employés ne souffrant pas d'un quelconque désavantage. Tous ont même les droits, les mêmes obligations. Donc, le modèle d'entreprise sociale s'appuie donc sur un principe de mixité ou de décloisonnement de la psychiatrie. Il est attendu que je vous parlerai des vertus de la mixité, de ses effets sur l'intégration sociale et professionnelle des individus habituellement marginalisés. Je le ferai toutefois en vous parlant du chemin parfois difficile qu'il faut emprunter pour réunir deux entités que l'on désigne comme étant les personnes ayant des problèmes de santé mentale et celles qui n'ont pas encore reçu de diagnostic. Pour réussir à établir cette mixité, j'ai dû moi-même emprunter ce chemin. En effet, en travaillant chez Collection Innova, j'acceptais de partager mon quotidien de travail avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, que les personnes que je désignais autrefois comme mes clients seraient des collègues et des employés. Vous savez, j'ai appris à l'université la distance professionnelle, c'est-à-dire garder une distance pour ne pas être envahi, pour demeurer empathique et éviter de basculer dans la sympathie. Je me suis longuement questionnée comment j'allais désormais négocier cette distance. Ma position d'intervenante demandait de l'empathie et ma position de collègue ou de membre de l'équipe exigeant une dose de sympathie. De manière surprenante, j'ai constaté que l'élément qui primait dans ma relation avec les travailleurs était avant tout le rapport à l'autorité. Erving Goffman, là j'ai l'air bien intelligente quand je dis ça, a déjà comparé la vie quotidienne à la mise en scène au théâtre, une scène avec des acteurs et un public. Dans la vie comme au théâtre, la tâche principale d'un acteur est de donner une idée de vraisemblance au rôle qu'il joue, à l'image qu'il veut faire passer de lui. Ainsi, il doit gérer sa présentation afin de donner à l'autre un maximum d'éléments pour qu'il y croie. En travaillant chez Collection Innova, j'acceptais avant tout de participer avec les personnes au théâtre de la vie quotidienne au travail, où je devais, pour favoriser leur intégration, jouer un rôle de patron. Pour incarner ce rôle, j'ai dû soigner mon rapport à l'autorité et apprendre qu'autorité peut se conjuguer avec support et bienveillance. J'ai également appris sur la puissance d'un contexte donné. Mettre les personnes dans une situation de travail où ils doivent endosser le rôle d'employé et moi le rôle d'employeur a permis d'évacuer l'hypothétique dans les enjeux d'intervention et d'intégration. La ponctualité, l'assiduité, la productivité et le maintien en emploi ont des réels impacts sur notre réalité et nos objectifs d'entreprise. Nous passons ainsi de la fiction à la réalité. Le chemin vers la mixité comporte différents pièges et parmi celles-ci, il y a la hiérarchisation. Je me rappelle qu'à mon arrivée chez Innova, j'ai pris le temps de rencontrer tous les employés afin de leur demander, entre autres, la perception de leur rôle au sein de notre entreprise. Plusieurs travailleurs qui n'avaient pas de problème de santé mentale prétendaient qu'ils étaient là parce que les travailleurs en processus d'intégration n'étaient pas assez productifs ou compétitifs. Je crois qu'on avait failli dans notre casting et donné l'impression que nos travailleurs en processus d'intégration allaient ou devaient jouer un rôle secondaire. Mais comment changer cette perception pour donner, comme le dit Goffman, un maximum d'éléments pour que l'on croie que nos travailleurs ayant des problèmes de santé mentale jouent effectivement un rôle principal. Nous avons dû investir dans chaque travailleur pour découvrir comment ces derniers peuvent, malgré leurs enjeux, apporter leur unique contribution à notre entreprise. Pour Pierre, Maude et Nell, leur peu d'intérêt à socialiser fait d'eux des employés qui peuvent travailler pendant de longues heures sans perdre du temps à jaser avec leurs collègues. Les difficultés de concentration de Karine l'ont amenée à développer divers intérêts. Elle est une employée polyvalente qui est en mesure d'occuper différents postes dans notre chaîne de production. En situation d'imprévu, nous pouvons toujours compter sur Karine. La rigidité de Marie fait d'elle une personne très entêtée. Malgré ses symptômes psychotiques, elle se présente tous les jours au travail car elle est convaincue que de ne pas travailler l'entraînerait vers une hospitalisation. Étonnamment, le retrait de Pierre, Maude et Nell, le caractère dissipé de Karine et l'entêtement de Marie nous ont convaincus qu'ils peuvent jouer un rôle important et unique dans le succès de notre entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que la mixité est la rencontre d'entités dans laquelle ces dernières s'influencent mutuellement, et ce, dans le but de créer une nouvelle réalité. En absence de cette influence mutuelle, on peut craindre une assimilation. Le second écueil est celui de la normalisation à outrance.
J'ai beaucoup entendu dans le discours et lu dans les textes sur l'intégration socio-professionnelle l'importance d'offrir aux individus marginalisés un milieu normalisant. Alors, qu'est-ce que la normalité? Peut-on offrir, voire assimiler nos travailleurs aux règles de normalité du marché du travail et dans notre cas, celles du milieu manufacturier? Mes collègues qui ont une longue expérience de travail dans l'industrie du vêtement décrivent souvent cette industrie comme un milieu déshumanisant, où les gens sont peu solidaires et où la pression à la performance est très élevée. Peut-on offrir ce genre de normalité aux personnes ayant des problèmes de santé mentale? C'est alors que je me suis rappelé les fondements de ce qu'est une entreprise d'économie sociale. Selon Desmoutiers, le sens premier et fondamental attribué à l'économie sociale est de s'associer pour entreprendre autrement. Un concept qui rejoint même certaines entreprises privées qui cherchent à se différencier dans leur pratique de gestion ou en épousant une cause sociale. Alors, pourquoi ne serait-il pas le cas pour nous? J'ai donc compris que le modèle de notre entreprise devait avoir pour principal caractère l'autrement. C'est ce caractère qui fait de nos employés, avec ou sans problème de santé mentale, des personnes qui nous sont très fidèles. Le troisième écueil est celui du nivellement vers le bas. Je dois admettre que le caractère plus humain de notre entreprise peut amener certains travailleurs à diminuer leurs standards de productivité. On tend souvent à confondre l'humanité à la complaisance. Alors, comment éviter ce piège? Je me rappelle à mes débuts chez Innova d'entendre une certaine directrice générale parler de son désir de faire de Collection Innova le chef de file dans le domaine du vêtement adapté. Je crois que c'est cet élément qui nous permet tous les jours d'éviter le nivellement vers le bas. Après 15 années d'opération, nous sommes en effet devenus le plus important manufacturier de vêtements adaptés au Canada. Nous n'aurions pas pu atteindre cet objectif si nous avions amené nos travailleurs, si nous n'avions pas amené nos travailleurs à se dépasser. La valeur de dépassement ne doit cependant pas être un concept abstrait. Il doit se refléter dans les politiques administratives et les rapports avec nos travailleurs. C'est ainsi qu'on a implanté une politique salariale qui permet à tous de gravir des échelons. Nous encourageons la formation, l'augmentation d'aptitudes professionnelles, nous accordons des bonus à la performance et les travailleurs ont accès à des promotions et à des bonifications salariales. Je serais intellectuellement malhonnête de prétendre que l'intégration socio-professionnelle ou la mixité ne génère pas de coûts. Pour réduire l'écart entre les personnes productives et moins productives, il faut des mesures d'accommodement, mais ces mesures entraînent des déboursés. Pour les gestionnaires, elles requièrent de l'investissement au niveau de l'accueil, de l'encadrement et de la formation, autant pour les travailleurs que pour les superviseurs d'équipe. Je m'inquiète donc des suppressions budgétaires annoncées par notre nouveau gouvernement. La mixité des milieux et l'intégration socio-professionnelle des personnes ayant des problèmes de santé mentale ne sont pas des moyens de nous amener vers un déficit zéro. C'est avant tout une façon d'améliorer la qualité de vie d'une partie de nos citoyens et de construire une société plus juste, plus saine et plus équitable. La mixité sociale est l'exercice de créer dans un groupe une micro-société. Comme dans nos sociétés, je constate que les affinités chez les travailleurs sont basées sur la provenance ethnique ou la pratique religieuse. Il est vrai que les Maghrébines, les Haïtiennes, les Vietnamiens et les Québécois tendent à former des groupes distincts. Toutefois, il existe des ponts entre ces différents groupes. C'est pourquoi, lors du suicide du fils d'une de nos opératrices, tous les employés, peu importe leur religion ou leur appartenance ethnique, se sont déplacés au salon funéraire pour soutenir cette mère endeuillée. Il en va de même pour Aïcha lorsqu'elle a subi une transplantation de rein. Certains de ses collègues ont tenu à la visiter à l'hôpital et pour la soutenir, ils ont décidé de faire une collecte de fonds. L'expérience humaine traverse les frontières des religions, d'ethnicité et des diagnostics. Je pense donc que tout projet de mixité doit être motivé par l'intérêt que l'on porte à l'autre ou par le besoin d'enrichir sa propre humanité. Toutefois, pour que cela puisse se produire, il faut valoriser l'expression de l'expérience humaine, permettre aux gens de parler ouvertement de leur santé mentale et de leur santé physique ou de leurs croyances personnelles et religieuses. Le décloisonnement de la psychiatrie n'est pas uniquement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Les personnes avec qui je travaille m'apprennent beaucoup sur ce qu'est la résilience, la générosité et me questionnent et me réconcilient avec ma propre fragilité. À ce titre, je vous parlerai de notre coordonnatrice de production qui travaille avec nous depuis près de 15 ans. Il y a 4 ans, elle a appris que son fils souffrait d'un trouble bipolaire. Gisela dit souvent que c'est le destin qui a mis Collection Innova sur son chemin. Elle prétend que son expérience chez nous l'a préparée à faire face aux problèmes de santé mentale de son fils. Et c'est avec ouverture
qu'elle parle régulièrement des enjeux auxquels elle est confrontée et avec évidence qu'elle a cherché de l'aide. Je terminerai en lançant quelques pistes de réflexion en rapport au milieu de travail en santé mentale et à vos équipes d'intervention. Au cours des dernières années, nous avons introduit dans nos équipes d'intervention des pères aidants. Je me demande comment cette mixité se vit au quotidien. Bien que je croie à l'apport des pères aidants dans nos équipes de travail, je lance un deuxième défi au réseau de la santé et des services sociaux, qui est celui d'intégrer dans les équipes de travail des professionnels ayant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Car on ne peut promouvoir la mixité dans la communauté sans nous-mêmes accepter à tous les jours de vivre cette expérience. Merci. Merci beaucoup, Mme Roche. Jenna, plutôt. Gianna, pardon. Excusez-moi. D'accord. Maintenant, c'est la dernière présentatrice, mais non la moindre. J'invite Mme Cathy Bazinet de l'Association canadienne de santé mentale à nous entretenir de notre nouvelle société d'information du 2.0, des défis que pose le numérique dans notre monde contemporain. Bonjour. Bien, comme vous allez le constater, ma présentation est un peu différente de celle de mes collègues de la table ronde. Mon sujet est assez large, soit l'Internet santé. Et comme le titre de ma présentation l'indique, mon souhait aujourd'hui, c'est de partager avec vous des pistes de réflexion sur la place grandissante qu'occupe l'Internet santé et les enjeux que pose ce nouveau phénomène-là pour la population en général, les patients, leurs proches et les professionnels de la santé. Je vais commencer par une petite définition de la littératie numérique, pour ceux qui se demandent ce que c'est exactement. Ça fait référence à la littératie traditionnelle, donc les aptitudes de lecture et d'écriture. On ajoute un petit volet numérique qui est l'aptitude à comprendre et à utiliser ces nouveaux outils de communication-là dans la vie courante, donc à la maison, au bureau, dans la collectivité, dans le but d'atteindre des objectifs personnels, d'accroître ses connaissances et ses capacités. C'est d'autant plus important la littératie numérique dans le secteur de la santé qu'il y a une étude d'ailleurs du Pew Internet and American Life Project, qui est vraiment une référence dans le domaine, qui a établi que le Web est devenu la troisième source d'information sur la santé. Alors pour ceux que cette information inquiète, je vous rassure tout de suite, le personnel médical est encore la source d'information privilégiée, mais il faut prendre acte que les gens se tournent de plus en plus vers des ressources en ligne, que ce soit des forums de discussion, des blogs, les médias sociaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a recours au Web quand on cherche l'information sur sa santé ou celle d'un proche? Parmi les facteurs qui contribuent à la popularité de l'Internet, la rapidité et l'anonymat de la recherche figurent en tête de liste, et c'est particulièrement vrai dans le champ de la santé mentale. Ça peut s'expliquer en partie en raison des tabous qui sont encore beaucoup associés à la maladie mentale et l'accessibilité insuffisante aux ressources et aux services. Évidemment, l'information qu'on trouve sur Internet est très variable. On trouve le meilleur comme le pire. C'est devenu banal maintenant d'inscrire nos symptômes dans un moteur de recherche. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez le moteur de recherche Google et l'expression qui est associée, soit le docteur Google. Alors, c'est un médecin sans rendez-vous, effectivement, qu'on peut consulter chez soi à partir de son ordinateur, mais qui n'est pas toujours fiable à 100%. Ce qui m'amène à vous parler des algorithmes de recherche sur Internet. Ils n'ont aucune validité médicale. Donc, si vous inscrivez mal de tête et que les 5 premiers résultats que Dr Google vous propose vous conduisent vers des sites sur la méningite, vous n'êtes pas plus susceptible d'avoir la méningite. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Et il faut être très vigilant quand on fait de la recherche d'informations santé sur Internet dans l'interprétation des contenus, parce que ça a l'air anodin là, de simplement s'informer, mais ça comporte quand même certains dangers de consulter le docteur Google, parmi lesquels il y a ce qu'on désigne maintenant par le terme cyberchondrie. Vous l'aurez compris, ça fait référence à l'hypochondrie et le préfixe cyber à l'utilisation spécifique de l'Internet. Donc, ça peut, dans certains cas, amplifier certaines craintes ou angoisses qui sont non fondées. Je voudrais vous parler de quelques enjeux dans les 10 minutes qui m'est alloué, ce n'est pas évident.
qui sont liées à l'Internet santé, donc l'accroissement des inégalités sociales, les nouveaux espaces d'intervention que peut ouvrir l'Internet santé et l'impact aussi sur la relation patient-médecin. L'accroissement des inégalités sociales, on fait souvent référence à la fracture numérique en termes d'accessibilité aux outils. Donc, avoir un téléphone intelligent, une tablette, un ordinateur. Oui, ça se pose encore cet enjeu-là aujourd'hui, mais maintenant, on peut avoir accès à des appareils usagés. On peut aussi avoir accès à Internet dans des lieux publics comme les bibliothèques, par exemple. La fracture numérique va se situer beaucoup au niveau de l'accessibilité des contenus. Et là, je pense ici au taux d'analphabétisme important au Québec ou encore la scolarisation qui fait que les contenus sont plus difficilement accessibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Web va permettre, dans certains cas, de contourner un peu cette difficulté-là. Là, je vous ai mis à l'écran, c'est un exemple du Centre de santé universitaire McGill. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé des fiches didactiques qu'ils ont mis sur leur site. C'est des dessins, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, ce sont des illustrations qui permettent aux proches, aux patients, de mieux comprendre un diagnostic, un traitement ou qui est un soutien dans l'autogestion des soins. Donc ça, c'est des illustrations, mais aussi on peut utiliser du vidéo ou des enregistrements sonores. Donc, ça permet de rendre des contenus accessibles à des gens qui sont moins scolarisés puis qui peuvent être accompagnés aussi par un proche dans leur démarche. Maintenant, un mot sur les nouveaux espaces d'intervention. J'ai mis 3 exemples que je voudrais aborder rapidement. Rejoindre les jeunes. Alors, on le sait, les jeunes, ce sont des grands consommateurs de ces nouvelles technologies et ça va poser pour les intervenants de nombreux défis. À titre d'exemple, il y a l'organisme Tel Jeune qui sont en train de réfléchir actuellement à l'intégration des textos dans leur intervention. Parce qu'au fil des ans, ils ont essayé de s'adapter aux nouvelles réalités. Ils sont passés de la ligne téléphonique, ils ont ouvert un site Internet où les jeunes peuvent parler de leur réalité, communiquer avec un intervenant, mais c'est plus suffisant. Ils se rendent compte que les jeunes utilisent de plus en plus les textos. Donc, ça pose des défis, vous en convenez, au niveau de l'éthique et aussi au niveau pratique. Donc, ils sont en train de réfléchir à ça parce que les jeunes sont là actuellement, ils utilisent ces outils de communication-là. Donc, c'est important de réfléchir à adapter nos interventions en conséquence. La cyberthérapie, évidemment, ça ne remplace pas une rencontre en personne, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir un nouvel espace d'intervention auprès des personnes pour qui les déplacements peuvent être plus difficiles. Je pense entre autres aux gens qui souffrent de troubles anxieux, des personnes à mobilité réduite ou encore des gens qui vivent en région éloignée où il y a moins d'accessibilité aux services. Donc, il y a des outils comme Skype qui sont gratuits et on peut voir la personne au moins. Donc, ça peut ouvrir des nouveaux espaces d'intervention puis rendre ça plus accessible. Dans le même esprit, il y avait une initiative que je trouvais super intéressante de l'Institut de gériatrie de Montréal qui ont mis sur pied un programme de gestion virtuelle du stress pour les proches aidants. Donc, ça permettait pour les proches aidants d'avoir accès à des modules de formation en ligne gratuitement à partir de la maison. Donc, on les fait au moment qui nous convient. Et on peut avoir aussi accès à un professionnel de la santé en ligne et d'autres proches aidants. On peut partager avec eux notre réalité. Donc, évidemment, encore une fois, ça ne remplace pas les rencontres en personne, mais ça permet de briser l'isolement puis d'offrir une forme de soutien social aux proches aidants. Difficile de passer sous silence l'impact qu'a Internet santé sur la relation patient-médecin. Puis là, je dis médecin, mais on pourrait inclure aussi plus largement les professionnels de la santé. Les médecins rapportent de plus en plus que dans leur cabinet, les patients arrivent avec une pile d'informations qu'ils ont trouvées sur Internet, qui n'arrivent plus avec des symptômes, mais avec déjà des diagnostics puis des idées de traitement. Donc ça les confronte beaucoup. Il y a eu un accès démocratisé au savoir médical. Les patients sont beaucoup plus informés qu'avant. Est-ce qu'ils le sont mieux? Si on pourrait débattre de la question. Mais généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part d'un bon principe. Le patient cherche à mieux comprendre sa maladie et à prendre en charge sa santé. Donc, son intention, généralement, ce n'est pas de se substituer au médecin ni de le confronter, c'est valider surtout l'information qu'il a trouvée sur le web. Donc, ce qui menace la relation patient-médecin, ce n'est pas tant la recherche sur Internet, mais c'est comment le médecin va accueillir ça. Et ça, souvent, ça pose problème. Et dans le fond, il y a une pratique qui est de plus en plus courante, c'est d'utiliser la démarche du patient comme un levier d'éducation. Ça se fait de plus en plus. Il y a des médecins qui vont prescrire des sites
à leurs patients. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça les dirige déjà vers les bonnes ressources. Et ça permet, par exemple, de créer un dialogue. Vous pouvez dire à votre patient, bien, allez lire l'information sur ce site-là et la semaine prochaine, on pourra en rediscuter. Ça permet d'ouvrir le dialogue à tout le moins avec le médecin, le professionnel de la santé. Bien, en conclusion, je revenais sur la littératie numérique. Si vous voulez approfondir cette notion-là, il y a le Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique, vous pouvez le trouver à l'adresse abilomedia.ca. Vous allez trouver de l'information et des ressources pédagogiques sur ces 3 grandes catégories, soit l'utilisation, la compréhension et la création de contenu sur le web. Je ne sais pas si je vous ai convaincu que la littératie numérique pourrait devenir éventuellement un déterminant social, mais j'espère au moins vous avoir convaincu de l'importance de développer de saines habitudes d'information. Madame Bazinet. Mon Dieu, c'est un marathon. C'est un marathon. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient aimé poser 1 ou 2 questions aux panélistes en avant, ça vous brûle la langue de le faire? Ce serait le temps. C'est un exemple que je donnais ce matin, pas ce matin, tout à l'heure, à l'effet qu'il y a des gens qui arrivent de milieux socio-économiques très différents des nôtres. Et puis, c'est pas une situation que j'ai vécue. Je relatais une situation dans le Soleil de Québec. Dont il parlait de cette réalité-là dans un reportage sur les jeunes de la rue à Québec. Est-ce qu'on a bien achevé les chevaux? Oui, ça va. J'espère que vous avez trouvé inspirantes ces expériences-là, tantôt au niveau du logement, milieu scolaire, au niveau du travail, dans l'entreprise agricole, l'intervention de M. Farmer dans les refuges. Alors, pour la suite du monde, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et ne pas oublier avant 5 heures, maintenant, d'aller porter vos écouteurs, ceux qui en ont encore, pour les reprendre demain au besoin. Alors, ça va comme ça. Je vous remercie tout le monde. Merci aux panélistes. Merci à tous.